Ravi de vous accueillir sur le plateau de Mobility TV pour un coup de zoom sur la société Opium et notamment son véhicule 100% hydrogène. Son président, directeur général et fondateur est avec nous, Olivier Lombard. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur notre plateau. En face de vous, Bernard Julien, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en économie à l'Université de Bordeaux, spécialiste dans l'industrie automobile. Et évidemment, le 100% hydrogène, en tout cas l'hydrogène, est un sujet qui vous intéresse particulièrement. On va en parler avec vous. Mais d'abord, pour introduire, on rappelle que vous êtes aussi un pilote de renom, les 24 heures du Mans notamment pour vous. Donc tout à fait impliqué dans les modes de fonctionnement de l'automobile. Et pourquoi l'hydrogène? Et Makina, c'est le nom d'ailleurs de votre véhicule 100% hydrogène. Ça consiste en quoi? Par rapport à la première question, pourquoi hydrogène? Tout simplement parce que je considère que c'est l'avenir. J'ai eu la chance en tant que pilote de développer la première voiture de course à hydrogène au monde pendant 7-8 ans. Et donc de vraiment me rendre compte finalement de toute la potentialité et la maturité de ces technologies et ce que ça permettait, c'est-à-dire une très grande autonomie et un temps de recharge extrêmement court. Et c'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans ce projet, parce que j'y crois fermement. Et Makina? Et Makina, qui est justement cette première véhicule qui sera le premier fait d'armes d'Opium, qui sera vraiment une voiture 100% hydrogène avec une autonomie de plus de 1000 km et un temps de recharge de 3 minutes et 500 chevaux. Exactement. Et surtout qui ne rejettera que de l'eau, donc qui est entièrement... Oui, pour l'environnement, c'est important. Je céderai la parole à Bernard Julien dans quelques instants, mais il faut préciser qu'elle fonctionne avec une pile combustible, hein, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous développer un tout petit peu, c'est ça. Développer un tout petit peu ce mode de fonctionnement de la voiture? Oui, en fait, le mode de fonctionnement, il est extrêmement simple. On a ce qu'on appelle un stack, c'est-à-dire un système à hydrogène, dans lequel on va envoyer d'un côté de l'hydrogène, de l'autre de l'oxygène. Dans le système, on va avoir des réactions électrochimiques qui vont produire de l'électricité et générer également de la vapeur d'eau. Et donc on va récupérer l'électricité qu'on va envoyer directement à des moteurs électriques et qui vont permettre de faire avancer la voiture. Donc c'est un fonctionnement qui est extrêmement simple. Commercialisation fin 2025. Fin 2025, ouais. Voilà, pour un prix de 120 000 euros. De 120 000 euros. Il faut le dire, effectivement. Et en termes de, et là je m'adresse aussi aux pilotes, en termes de performance vitesse, ça fonctionne comme n'importe quel autre véhicule parce que c'est à l'hydrogène? Oui, enfin, alors, je pense qu'on a un effet. Je pense que la première chose, c'est qu'on a un environnement sonore qui est quand même assez différent, même de l'électrique. Donc on a vraiment une fracture par rapport à ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a un son qui est assez... Oui, ça fait beaucoup plus de bruit. Donc c'est assez intéressant, justement, notamment par exemple pour les gens qui justement affectionnent un petit peu ce bruit du thermique, ou quand on jump à l'électrique, on a finalement un feedback qui est complètement très différent parce que il manque finalement une dimension. On a des voitures électriques très performantes, mais on n'a pas de bruit qui va avec. Aujourd'hui, nous, on a 500 chevaux et vraiment une dimension sonore qui va aller avec cette voiture. Et je pense que c'est quelque chose aussi d'important et qui va permettre de se différencier par rapport à l'électrique. Le choix de l'hydrogène, c'est un choix important quand on est un homme d'affaires, un investisseur, un patron, comme Olivier Lombard, quand on est un consommateur aussi et quand on pense à l'environnement. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Est-ce que le 100% hydrogène est, selon vous, Bernard Julien, la solution? La première des choses à dire, c'est deux choses, je pense. Ça vient d'être rappelé, mais on a des technologies qui sont explorées depuis assez longtemps et qui sont techniquement aujourd'hui mûres, quoi. On sait faire, quoi. Et ça fait des années, finalement, qu'on a des protos qui roulent. Le problème, il est double. On a un problème de gestion de l'énergie. Et évidemment, le problème que rencontre aujourd'hui l'hydrogène, ou ce que soulignent les ingénieurs, je ne suis pas ingénieur, mais je les lis, c'est que pour fabriquer de l'hydrogène, il faut de l'électricité. Et la question, dès lors, est de savoir si on ne ferait pas un meilleur usage de l'électricité en ne faisant pas tout ce détour de production qui consiste, pour avoir cet avantage d'autonomie, à finalement à transformer deux fois. À procéder deux fois à cette transformation. On va utiliser des électrolyseurs pour transformer finalement l'électricité, pour générer l'hydrogène, et puis ensuite on va refabriquer de l'électricité dans le moteur avec la pile à combustible. Et donc évidemment, ça veut dire que le rendement énergétique du véhicule à hydrogène est plutôt moindre. Et puis il y a une autre question, et du coup, évidemment, il y a une interrogation des sociétés, si vous voulez, quant à la question de savoir si nos problématiques énergétiques et d'émissions seront mieux ou moins bien gérées avec l'hydrogène ou avec l'électrique à batterie. Et puis il y a une autre question qui est évidemment très importante pour moi,
qui est le malheur d'être économiste, c'est la question économique. C'est-à-dire que pour l'instant, on nous dit qu'il y a urgence climatique, on nous dit il faut se dépêcher d'avoir des mobilités décarbonées, et pour l'instant, on a une technologie qui est déjà considérée comme chère, mais qui est à peu près accessible, qui est l'électrique à batterie, et puis on a une technologie qui va coller avec les exigences de la compétition automobile, qui va coller à des clientèles extrêmement fortunées, mais qui, pour faire une décarbonation, je dirais, rapide et de masse, paraît être un assez mauvais concurrent. Alors, il y a plusieurs points en effet. On évoquera l'aspect économique dans quelques instants avec vous, mais le point le plus important, c'est peut-être l'écologie, l'environnement. Est-ce qu'une voiture à hydrogène règle le problème de l'environnement? Parce qu'en effet, l'électrique avec les batteries, ça ne règle pas du tout le problème de l'environnement et de l'écologie. Est-ce que c'est le cas avec les voitures à hydrogène, Olivier Lombard? Alors complètement sur ce problème d'environnement et d'écologie, c'est la raison pour laquelle moi je suis persuadé que l'électrique c'est une transition et que l'hydrogène c'est quelque chose qui est beaucoup plus pérenne dans le temps. Je dirais que le premier point tout simple, c'est le fait qu'il y ait une quantité de batterie. Alors dans un véhicule à hydrogène, il y a ce qu'on appelle un petit stockage électrique qui permet de faire un tampon quand on a une demande de puissance très importante. Mais ça représente quelques kilos. Aujourd'hui, dans un véhicule à batterie, vous avez entre 500 et 800 kg de batterie pour des gros véhicules type SUV. Pardon ? Dans une Spring, vous n'avez pas 500 € de batterie, 500 kg de batterie. Oui, peut-être entre 200 et 800, voilà, 200 pour les plus petits véhicules. Et aujourd'hui, on voit un peu toute la problématique déjà sur les matériaux, sur la recyclabilité des matériaux par rapport à ces batteries. Et puis il y a également un aspect quand même important, c'est si demain 200 000 personnes partent en vacances avec des véhicules électriques, comment ça se passe sur le plan énergétique, sur le plan des grilles énergétiques, etc. Donc le problème, je pense, pour les véhicules à batterie est multiple. L'hydrogène vient quand même disrupter ça. Déjà, on n'a pas de problème dans l'usage, c'est-à-dire que finalement, on fait son plein d'hydrogène comme on ferait son plein d'essence. On n'a pas à attendre 15 à 10 minutes minimum pour arriver à recharger son véhicule. Alors, il faut trouver les stations, en tout cas. Alors, c'est effectivement... Pour l'hydrogène, voilà, c'est peut-être la limite du dispositif. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi ce sujet des stations, et c'est vrai qu'on me pose souvent la question. On pose souvent la question, mais comment ça se passe au niveau des stations? Alors, moi, j'ai envie de répondre simplement, c'est qu'aujourd'hui, on est à un point A et on veut aller à un point B. Le point B, pour nous, c'est horizon 2025. On veut qu'il y ait un réseau de stations qui soit assez représentatif pour que les utilisateurs de l'Opium Makina n'aient pas à se poser des questions sur « OK, où est-ce que je vais pouvoir recharger mon véhicule ?» Et aujourd'hui, on le voit, il y a un vrai virage qui a été pris dans l'hydrogène par les industriels, les gouvernements et les institutions pour pouvoir justement investir massivement dans des plans de développement sur les infrastructures. Alors, on compte beaucoup là-dessus, mais aujourd'hui, encore une fois, il y a un vrai virage qui a été pris, contrairement à effectivement, on va dire, des sauts qu'il y a pu y avoir parfois d'intérêt dans l'hydrogène, mais finalement qui n'ont jamais été vraiment concrets. Aujourd'hui, on est vraiment dans le concret. Et nous, on est là pour aussi, je pense, cristalliser cette concrétisation des plans hydrogène, parce qu'on représente un besoin. Et ce besoin, nous, on va le faire quoi qu'il arrive, parce qu'on a une roadmap qui nous fait atterrir à 2025 avec ce premier véhicule. Très bien. Autre aspect évoqué tout à l'heure avec Bernard Julien, c'est le prix. En effet, on évoquait tout à l'heure le prix pour l'Opium Makina, 120 000 €. C'est pas donné à la portée de tout le monde, en tout cas. C'est 4 fois le prix moyen d'un véhicule en France, qui est déjà considéré comme extrêmement excessif pour la plupart des ménages. Je rappelle quand même qu'en 2021, les ménages français ont acheté 6 millions de voitures d'occasion, mais ils n'ont acheté que 720 000 voitures neuves. Ce qui veut dire que le gap entre ce que les gens peuvent mettre dans une voiture et ce qui est proposé est déjà hautement problématique. Il le deviendra plus encore avec l'électrique. Alors évidemment, avec l'hydrogène, on est à des kilomètres, si je puis me permettre, de ce dont ont besoin les ménages et les sociétés. C'est vrai que le marché de l'occasion est beaucoup plus fort aujourd'hui que le marché du véhicule neuf. Néanmoins, là, il y a l'impératif écologique qui peut peut-être aider, et peut-être que les gouvernements ou le gouvernement pourrait soutenir ceux qui investiraient dans une voiture de ce type-là, qui donc reste chère. Néanmoins, Olivier Lombard, ça on ne peut pas le nier. Je pense qu'il y a deux choses. C'est que la première, c'est qu'aujourd'hui, c'est le point de départ, c'est le vrai point de départ de l'hydrogène. Et aujourd'hui, par exemple, dans notre stratégie, c'est effectivement d'avoir
ce vrai flagship par rapport à l'hydrogène, hein, parce qu'aujourd'hui, dans les véhicules que vous pouvez avoir en circulation, ça ne reflète pas tout le potentiel de l'hydrogène. Vous avez des Toyota Mirai, vous avez des Honda Clarity, mais finalement, c'est des véhicules qui sont vendus, pour le coup, chers, mais qui n'ont pas une autonomie extrêmement importante, une faible puissance, etc. Et pas un design qui, finalement, donne envie. Parce que c'est ça aussi, pouvoir arriver à vendre une technologie, c'est aussi, il faut donner envie aux consommateurs d'acheter cette technologie. On l'a vu, par exemple, avec Tesla. Au moment où tous les constructeurs étaient partis sur des petits véhicules à batterie, mais vendus extrêmement chers, parce que la technologie en était à ses débuts, il s'est dit, OK, bon, bah, comment est-ce que je peux faire? Finalement, c'est arriver avec un véhicule haut de gamme, vendu effectivement un peu plus cher que les véhicules qui étaient vendus à l'époque. Mais par contre, il a pu faire un véhicule, on va dire, haut de gamme, avec une toute nouvelle technologie, par exemple sur l'iPad qui est arrivé. Et finalement, c'est ce qui a vraiment donné l'impulsion à l'électrique. Sinon, peut-être qu'aujourd'hui, on n'en serait pas là. Et finalement, nous, c'est un peu la même philosophie, c'est-à-dire arriver avec ce véhicule haut de gamme, avec beaucoup de technologie, mais aussi une philosophie qui est un petit peu de connecter l'homme, la nature et la technologie, chose qui est parfois difficile avec tous les nouveaux entrants sur les véhicules électriques, qui est très, très tech. Et par la suite, c'est avoir un véhicule qui soit, qui puisse adresser un public beaucoup plus important. Et donc avec une gamme de prix qui soit effectivement inférieure. Avec une popularisation, donc peut-être à l'avenir, des véhicules à hydrogène pour tout le monde. Ça vous semble envisageable, probable, réalisable? Historiquement, comme on le sait, dans l'automobile, on avait 3 technologies concurrentes à la fin des années 1890. On avait la vapeur, on avait l'électrique et on avait le moteur à explosion. Et personne n'était à même de dire laquelle de ces 3 technologies était supérieure. Hein. Typiquement, il n'y avait pas de démarreur électrique sur les voitures à moteur à explosion, ce qui faisait que c'était quand même très difficile d'utilisation. Les femmes étaient plus ou moins exclues de la conduite, etc. Donc il y a toute une période durant laquelle les standards sont en compétition. Et je pense que nous sommes, moi j'aurais tendance à dire nous étions, dans une période où, entre la prolongation du moteur thermique avec des hybridations, l'hydrogène et l'électrique, il y avait cette guerre-là qui se jouait. Ça, de mon point de vue, c'était avant. C'était jusqu'en 2018 ou 2019. Ce qui s'est passé en Chine, ce qui s'est passé en Europe, ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'arrivée de Biden, c'est la victoire d'un standard universel qui est celui du véhicule électrique à batterie. Et on a, à mon sens, si je suis un tout petit peu critique, on a une espèce d'hallali de l'hydrogène sur l'automobile. Et du reste, si vous regardez bien ce qu'a été le plan de 2020, le plan de relance, le premier des plans de relance, il y a effectivement une grosse enveloppe hydrogène, 7 milliards. Les Allemands font 9, nous on fait 7. Mais pourquoi? Qui monte dans ce bateau-là? Pas les constructeurs automobiles, ni l'un ni l'autre, ou marginalement. Un petit peu Michelin, un petit peu Air Liquide, comme par hasard. Les constructeurs automobiles, pardonnez-moi. Mais les constructeurs automobiles, ils ont déserté l'hydrogène. Oui, mais ils ont hésité aussi à un moment donné avant de s'embarquer dans l'électrique. Il a fallu les convaincre et peut-être que le chemin est à faire de la même manière pour les véhicules. Il l'eût été à faire, mais c'est fichu. Parce que Volkswagen dit la messe dans l'automobile européenne. Et Volkswagen a dit pas d'hydrogène. Le patron, l'ex-patron d'Audi, il est parti en partie pour ça probablement. Et le nouveau patron d'Audi, il est en ligne avec son patron. Alors néanmoins, avec les levées de fonds que vous réalisez et peut-être aussi toutes les autres entreprises qui travaillent sur l'hydrogène, on peut estimer qu'il y a plus que de l'appétence, qu'il y a un véritable intérêt aussi pour ce mode. En fait, c'est très, je ne sais pas si on peut dire que c'est marrant, mais en fait, ce que je remarque et qui est assez intéressant, c'est que on a effectivement toutes ces stratégies par les constructeurs qui est OK, comment est-ce qu'on peut rattraper un Tesla et construire nos véhicules électriques et nos gammes et vraiment arriver à... C'est compliqué parce que Tesla, ils font pas grand-chose. C'est vrai, mais aujourd'hui, ils sont toujours en tête. Ils sont toujours devant Volkswagen en termes de volume. Et effectivement, ça va être leur combat de l'avenir, c'est comment gérer ça. Mais aujourd'hui, on a quand même j'ai oublié ce que je pense que vous vouliez parler de l'électrique et peut-être du chemin qui est à faire entre l'électrique et l'hydrogène. C'est-à-dire que les constructeurs classiques, anciens, ont dû se
rattraper et se greffer sur l'électrique, et peut-être le feront-ils demain parce qu'il y a une forme de frilosité. Puis c'est très difficile de se renouveler aussi et de dire tiens voilà, je m'engage sur l'hydrogène, je suis un constructeur, il faut encore défendre ce que ces constructeurs vendent aujourd'hui. Oui, ce serait se dénaturer que de dire je vais aller sur l'hydrogène à fond. Ben non, c'était déjà le problème sur l'électrique et ils le font parce qu'on les y force. Mais ils l'ont fait après coup. Ils l'ont fait après coup, ils n'ont pas fait dans un premier temps. Vous parliez tout à l'heure de la rivalité entre le thermique et l'électrique. Ils s'y sont engagés après. Ah oui, mais non, mais parce que pour être compliant, pour être respectueux de la réglementation, on peut tout à fait continuer avec le diesel tant qu'il n'y avait pas eu l'affaire Volkswagen. Dès le moment où il y a l'affaire Volkswagen, il n'y a plus le choix. Et à ce moment-là, on essaye. On fait contre mauvaise fortune bon cœur et on essaye de faire en sorte que la techno soit fiable, que les clients y adhèrent à peu près et que les prix suivent et que, accessoirement, on puisse continuer de gagner de l'argent avec les voitures. La transition, en tout cas pour les constructeurs, a été, il faut l'admettre, assez compliquée pour passer du thermique à l'électrique. Et donc on peut comprendre que ça le soit aujourd'hui, parce qu'on en est au balbutiement, pour passer du thermique de l'électrique à l'hydrogène, Olivier Lombard. Voilà, et j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est vrai que finalement, aujourd'hui, les discours que l'on peut avoir entre les constructeurs qui lancent leur stratégie dans l'électrique et nous, par exemple, tous les acteurs, qu'ils soient industriels ou institutionnels avec qui on peut parler, on voit finalement que pour les gens, c'est clair et net que l'électrique est un peu une aberration. Et que l'hydrogène est vraiment... il y a une prise de conscience qui dit que l'hydrogène, c'est l'avenir. Et je vous donne un exemple qui était assez intéressant. J'étais à un événement de la Chambre de commerce franco-allemande il n'y a pas très longtemps. Et donc, il y avait un certain nombre de personnes haut placées de l'industrie et du gouvernement franco-allemand. Et au tout début de la réunion, il y avait une question qui a été posée, c'est selon vous, quel est le vainqueur entre la batterie et l'hydrogène? Et donc il y avait des votes, et en fonction de ces votes, un mot grossissait, prenait de plus en plus de place sur un écran. Et je vous laisse deviner le mot qui est devenu le plus important sur l'écran, c'était l'hydrogène. Sur des critères environnementaux, sur des critères d'écologie, financiers, économiques? Je pense que c'était un avis général. C'était recueillir un avis général par rapport entre ces deux technologies. Et ce qui était marrant, c'est que juste après, il y avait des gens du secteur de la batterie qui intervenaient. Et en entrée, il y avait, en quoi est-ce que vous croyez? L'hydrogène qui ressort. Donc je pense que c'est quand même extrêmement fort, un message extrêmement fort entre ce qui se passe et ce que les gens pensent. Et aujourd'hui, nous, on est en train de préparer l'avenir. Et c'est vraiment ce qui est important. Ouais. Moi, si vous voulez, je reviens sur mon histoire de standard. Il y a un moment où il y a un standard qui s'impose. Et du coup, tout va au service de ce standard-là, dans les investissements, dans la manière d'équiper la collectivité, dans la structuration des écosystèmes, etc. Parce qu'évidemment, si c'est le standard, s'il faut demain produire 90 millions de véhicules électriques à batterie, effectivement, on a des problèmes de disponibilité des matières premières, on a des problèmes de management du freinage pour recharger la batterie, etc. Et tout le monde, les informaticiens, les chimistes, etc., se mettent au service de cela. Et pour de bonnes ou de mauvaises raisons, la technologie qui est choisie devient supérieure aux autres. Et moi, je vous, en gros, propose cette analyse-ci. La question de l'hydrogène face à l'électrique à batterie n'est pas tellement une question de savoir quelle était la meilleure solution. La seule question qu'il faut se poser, c'est quelle est la technologie qui est en train de devenir un standard. Et quand vous regardez les choix qui sont faits par les uns et les autres, les choix qui sont faits par Volkswagen, je l'évoquais, mais aussi les choix qui sont faits par les deux Français, mais aussi les choix qui sont faits finalement par à peu près tout le monde, sauf Toyota et Hyundai, les choix qui sont faits par la Chine, vous avez quand même une espèce d'unanimité qui est en train de se créer. Ce qui fait que ce sera très difficile à l'hydrogène de se maintenir. Si c'est peut-être ce qu'on disait pour l'électrique il y a encore quelques années. Oui, mais sauf que comme vous le disiez il y a un instant, on a une mutation à gérer. Ouais. Et l'argument que les directions de la recherche ont, c'est que ils ne pourront pas courir tous les lièvres à la fois. Donc ils courent le lièvre de l'électrique à batterie et ils ne courent que celui-là. Moi j'ai été, il y a quelques années, dans une réunion à Bercy, où Macron demande au directeur de la R&D de Renault d'un côté et de PSA de l'autre, alors, où en êtes-vous sur l'hydrogène? Tout le monde me dit que c'est extraordinaire, les Allemands ne parlent que de ça, et les deux constructeurs
baisse un peu la tête en disant nous, on s'est posé la question, mais on ne peut pas courir sur les lièvres à la fois. Nous avons abandonné la pile à combustible. Il n'y a que Michelin, qui n'est pas constructeur automobile, qui s'y intéresse dans le paysage français. Fermez le banc. La recherche et l'investissement c'est de l'argent, bien sûr. C'est une conviction de la présidence, certainement. C'était une conviction chez Michelin. Mais même, même Jean-Dominique Sénard, qui était pro-hydrogène à 200% lorsqu'il était patron de Michelin, il est maintenant président de Renault et il ne parle que d'électrique et plus jamais d'hydrogène. Plus jamais, attendons un peu quand même, avant de nous engager définitivement. Voilà. Moi, je vous fais le pari que j'aurai raison, mais comme je vais mourir bientôt, j'aurai pas. Qui n'en parle pas parce qu'il a choisi la voie de l'électrique, j'en conviens, et c'est sans doute le cas aussi pour certains de ses homologues, mais qui n'en parle plus jamais. Parce qu'il a un actionnariat. Bien sûr, on aura l'occasion, et il fait des choix, et il assume totalement ses choix, on aura l'occasion d'en reparler évidemment avec les différents acteurs. Merci de nous avoir accompagnés, Bernard Julien. Merci Olivier Lombard, société Opium avec la Machina, donc très prochainement, voiture 100% hydrogène. Merci de nous avoir accompagnés. Prochain rendez-vous ici même, bien sûr, Mobility TV. À bientôt.